Je suis Lindsay Smith, je suis l'une des responsables du département d'accès au financement du Fonds mondial et je suis ravie de pouvoir présenter le sujet de notre webinaire aujourd'hui. C'est donc une série de webinaires que nous offrons pour aider à nos parties prenantes externes pour bien se préparer pour le prochain cycle de financement et surtout pour le développement de leur demande de financement. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est le dialogue au niveau du pays. Nous allons voir quelles sont les attentes de ce dialogue au niveau du pays et il y aura d'autres orateurs qui vont me joindre aujourd'hui et qui vont faire des présentations également. Et en fait, le premier orateur à qui je vais inviter à connecter sa caméra est mon collègue David Ennis. Si vous voulez bien vous présenter vous-même. Et donc, je vais démarrer les slides. Oui, merci Lindsay. Je suis ravie aussi d'être ici avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Nous avons des participants littéralement du monde entier, je pense. Donc, je suis David Ennis, je suis le responsable du Hub CCM dans le Fonds mondial, au Fonds mondial. Et aujourd'hui, je vais vous parler du dialogue au niveau pays. Qu'est-ce que le dialogue au niveau des pays? Bien, au niveau supérieur, le processus de dialogue pays concerne toutes les parties prenantes participant à la lutte contre les 3 maladies touchées par ces dernières. Donc, ces parties prenantes se réunissent pour essayer de voir quels sont les progrès, les défis, les possibilités pour améliorer la façon dont nous améliorons ces questions. Euh, il faut que ce soit un processus ouvert, inclusif et multipartite. Nous voulons donner à toutes les parties prenantes la possibilité de participer. Et nous pensons qu'une bonne pratique pour les CCM est de partager un plan spécifique pour le dialogue pour que toutes les parties prenantes puissent voir comment ce dialogue va se déployer et comment ils peuvent donc y participer. Il y a des CCM ou des instances de coordination nationale participent à ce dialogue de manière parallèle et ensuite travaillent pour rassembler le tout pour pouvoir informer leur demande finale. Mais il y a des approches différentes. Ce qui est important, c'est que le dialogue permette à tout le monde de pouvoir faire écouter leur voix, surtout les parties prenantes les plus impactées par les maladies, pour pouvoir établir les priorités. Les CCM devraient également considérer leur participation et également se dire, voir s'ils représentent tous les groupes comme il faut avant leur participation au dialogue. Et ils doivent aussi considérer s'ils doivent faire des changements pour mieux représenter tout le monde. Et il y a beaucoup de pays qui font déjà ça dans le cadre des projets. Ce type d'engagement est un principe essentiel pour le Fonds mondial, mais il s'agit également de mettre en question nos hypothèses sur ce qui fonctionne, ce qui est approprié pour chaque groupe, pour que nous puissions continuer à améliorer l'effectivité et la performance de nos programmes. La nouvelle stratégie du Fonds mondial introduit des changements stratégiques clés qui, nous le pensons, va augmenter l'impact de nos programmes. Et il est important de considérer ce que ces changements vont signifier sur le terrain et c'est de cela dont on va parler dans le cadre des dialogues et on doit essayer de voir comment nous pouvons améliorer notre impact à travers ces changements. Slide suivant. Alors, qui doit participer au dialogue au pays? Eh bien, ceci dépend vraiment de chaque pays. Quels sont les acteurs qui sont présents et puis l'épidémiologie de chaque maladie aussi va déterminer cela. Mais il y a par exemple les populations créées et les personnes vivant avec les 3 maladies, les gouvernements, ce sont des composantes qui doivent toujours être présentes. Il y a d'autres groupes qui peuvent dépendre du contexte, par exemple le fait d'inclure les réfugiés ou les personnes qui représentent les réfugiés. Ça dépend de la quantité de réfugiés dans un pays. Et puis aussi, il y a d'autres acteurs de la société civile. Ceci dépend de nouveau du contexte. Donc ici, vous avez cette liste pour vous aider à réfléchir qui doit être inclus dans ce processus. Et comme j'ai dit, les participants dépendent aussi toujours du contexte pays. Mais il faut essayer de penser au-delà des groupes habituels. Vous devez vous dire quels sont les groupes vraiment importants et essayer de les impliquer. Il faut également s'assurer qu'il y a des experts et que les experts qui participent au processus établissent des liens aussi avec les autres groupes. Par exemple, il est important de s'assurer que les experts de paludisme participent aux discussions
avec les autres groupes et que tout soit aligné, toutes les priorités soient alignées. Ensuite, il y a d'autres parties prenantes qui ne sont pas toujours impliquées. Nous pensons que le fait d'inclure les récipiendaires principaux est important dans ce cycle parce que ceci va accélérer l'exécution des subventions. Et donc, c'est quelque chose d'important à considérer. Nous pensons que ceci donnera plus d'opportunités au CCM et aux communautés de participer à la conception des programmes et à la sélection des subventions. Slide suivant. Le retour que nous avons obtenu à partir des sondages, des questionnaires sont assez positifs. En fait, nous nous basons sur le succès que nous avons déjà obtenu dans le passé, parce que les CCM ont déjà participé à des dialogues pays dans les 2 derniers cycles de financement. Et nous pensons que la plupart des CCM ont géré très bien les processus de dialogue au pays. Alors, 93% des participants ont considéré que leur expérience était bonne ou très bonne. Et des représentants des groupes des populations clés se sentent libres pour exprimer leur opinion, 92%, et 93% se sentent prêts à participer. 85% des populations clés ont indiqué qu'elles avaient l'impression d'être activement sollicitées pour participer dans ce processus. Et nous avons eu également des retours qui suggèrent que les dialogues virtuels qui ont eu lieu comme résultat de la pandémie ou des applications de C19 RM ces 3 dernières années euh, ont été donc une tendance positive parce que tout ceci a facilité leur participation. Donc, c'est quelque chose à considérer également à l'avenir. Donc, même si l'inclusion des populations est assez compliquée dans certains contextes et qu'il y a aussi des difficultés par rapport aux conversions et à la conception des subventions, nous pensons qu'il y a des exemples très positifs sur lesquels nous devons nous inspirer. Voici quelques exemples ici. Nous voyons que toutes ces personnes, les CCM, les pays, ont vraiment consacré du temps à la possibilité d'augmenter l'impact à travers les dialogues. Par exemple, au Kenya, le CCM a acheté des ensembles de données pour aider les circonscriptions à participer à des réunions en ligne pendant la COVID-19 de manière en toute sécurité. En des décennies, le pays a utiliser des réseaux sociaux bilingues pour pouvoir impliquer davantage de participants dans ces dialogues. Et ils ont, par exemple, utilisé leur compte sur les réseaux sociaux pour organiser des workshops. Et par exemple, le pays a utilisé le compte Twitter existant pour communiquer des informations sur l'élaboration de la demande de financement en 2 langues. Et ils ont même préparé une vidéo pour expliquer comment participer au dialogue pays. Et finalement, au Malawi, le CCM a établi un partenariat avec une société locale experte en matière de plaidoyer, en matière de droits LGBT pour communiquer des informations grâce à des réseaux établis. Et le CCM a pu obtenir des données de qualité à travers des consultations, à travers donc dans un réseau déjà établi. À travers ces partenariats, les communautés et les populations clés ont pu être engagées d'une manière plus efficace dans le processus de demande de financement. Nous nous concentrons souvent sur le dialogue au pays, mais nous pensons que ceci doit être considéré comme le début. Dans ce processus, nous devons poursuivre cette activité pendant toute la période. Nous devons également assurer ce dialogue à travers l'exécution et les autres étapes. Nous devons augmenter les attentes minimales, mais bon, ceci sera traité davantage par mes collègues. Donc, nous espérons à une consultation transparente qui comprenne toutes les parties prenantes, toutes les populations touchées par les maladies et un processus de sélection transparent pour les RP.
Nous avons identifié des soucis aussi concernant les communautés et les organisations qui, ou par rapport à comment les priorités sont incluses dans les demandes de financement. Et donc, comme résultat, comme nous l'avons fait pour les demandes de C19RM, nous devons tout faire pour bien identifier les priorités des communautés et des sociétés civiles. Seulement 60% des personnes qui ont répondu au questionnaire étaient des représentants bien impliqués dans la préparation des subventions. Donc, pour ce cycle, nous voulons garantir un meilleur accès aux informations et à l'état des subventions et aux négociations et informations concernant les éventuelles modifications des subventions. Et mes collègues vont en parler plus en détail un petit peu plus tard. Et puis, finalement, par rapport à l'exécution des subventions, nous voulons que toutes les parties prenantes, y compris les représentants des communautés et de la société civile, nous voulons garantir que toutes les parties prenantes donc, aient un meilleur accès donc, concernant les performances, la reprogrammation. Nous voulons garantir une plus grande transparence autour de toutes les décisions. Pour nous, c'est un aspect très important pour l'engagement significatif et nous allons communiquer davantage sur ça dans les prochaines années. Merci et je rends la parole à Lindsay. À vous. Merci. Oui, pour résumer ce que David a présenté à l'instant, David a identifié ce que nous entendons par dialogue au pays, pourquoi nous le faisons, pourquoi c'est important, qui devrait y participer. Et il a également établi les nouvelles attentes, c'est-à-dire nous espérons que le dialogue au pays va continuer tout le long du cycle de subvention et nous aurons une intention plus claire par rapport à ça. Maintenant, nous allons changer un petit peu de direction. Nous allons parler de cette période qui va donc aboutir sur le développement de la demande de financement. Nous avons déjà dit que l'expérience a été assez positive, mais maintenant, au vu du prochain cycle, nous voulons essayer de changer un peu l'approche avant d'en arriver à la préparation de la demande. Le point de départ pour cela, c'est en fait que nous avons une nouvelle stratégie du Fonds mondial pour une période de 6 ans. Donc, ce prochain cycle de financement est la première phase de cette nouvelle stratégie qui va être mise en place maintenant. Et ce qui est important, c'est que certains de ces éléments de cette nouvelle stratégie sont un pas vers l'avant important par rapport à notre ambition en tant que partenariat du Fonds mondial. Donc, il est très important de connaître la stratégie et de commencer à considérer les changements qui seront nécessaires par rapport donc aux demandes de financement, par rapport aux subventions. Donc, tout ce qui va résulter de cette nouvelle stratégie. Il s'agit d'une stratégie que le Fonds mondial n'a pas préparée de manière exclusive. C'est le résultat d'une consultation vraiment très poussée. Plus d'un an de consultation, des milliers de personnes ont participé à la création de cette stratégie, au-delà même du Fonds mondial, pour pouvoir créer cette nouvelle stratégie. Donc, des donateurs, des exécuteurs, des partenaires techniques, plusieurs parties prenantes et participants ont pu préparer cette stratégie. L'une des voies les plus importantes dans ce partenariat, bien sûr, c'est notre groupe de membres de la société civile et des communautés qui ont mis l'accent sur le besoin et l'importance de faire que les communautés et les personnes soient au centre, au cœur de ce que fait le Fonds mondial. Et vous voyez ceci reflété dans cette nouvelle stratégie. C'est ce cercle au milieu pour que les communautés et les personnes soient placées toujours au centre. Ça, c'est quelque chose qui a été adopté par le Fonds mondial de manière visuelle, mais aussi pour ce qui est des attentes pour le prochain cycle. Vous allez voir ceci reflété dans les annexes, dans toute la stratégie. Alors, l'idée de mettre fin aux 3 maladies n'a pas changé. Ceci reste un point central et ceci sera le focus pour nous à l'avenir. Mais la stratégie en soi a 4 piliers par rapport aux objectifs et un objectif évolutif qui concerne notre approche pour améliorer la résilience de nos systèmes de santé. Pour que vous connaissiez ces piliers, le premier concerne un système intégré de santé où les personnes sont au centre. Voilà, nous voulons mettre l'accent sur l'intégration des services de santé et nous voulons nous assurer que
les expériences qu'ont nos bénéficiaires quand ils cherchent l'accès au traitement et aux services est le plus intégré possible. Donc, ces systèmes de santé intégrés avec les personnes au centre, ça c'est le premier pilier. Et si vous connaissez le cadre modulaire du Fonds mondial, nous avons intégré également la préparation aux pandémies dans les modules qui sont liés au système résilient et pérenne de santé. Donc, cet objectif évolutif sera opérationnalisé, articulé de cette manière dans le prochain cycle. Le deuxième pilier concerne maximiser l'engagement et le leadership des communautés les plus touchées. Cela veut dire que les personnes et les communautés doivent être au centre de ce que nous faisons. Vous allez voir plus tard que nous avons de nouvelles attentes liées au fait que nous souhaitons mettre un petit peu la barre plus haut par rapport à nos ambitions tout le long du cycle. Et puis finalement, maximiser l'équité en matière de santé, l'égalité de genre et les droits humains. Ceci ne sont pas de nouveaux concepts, ce sont des domaines sur lesquels nous sommes concentrés pendant plusieurs cycles déjà. Et c'est notre troisième pilier et nous voulons vraiment nous assurer que nous adaptons notre évolution en nous basant sur les données, sur les évidences. Nous devons nous assurer que nous pouvons résoudre et relever les défis principaux pour 2030. Ensuite, nous ne sommes pas près de cet objectif. Donc, il faut que ce prochain cycle de financement soit le cycle qui nous permette de faire ce grand pas de l'avant afin de pouvoir atteindre ces objectifs si ambitieux pour 2030. Et nous avons ensuite ce quatrième pilier, mobiliser davantage de ressources. Ceci sera essentiel au niveau global, mais aussi au niveau de chaque pays individuel. Nous avons l'attente et le besoin de travailler avec vous pour pouvoir augmenter les ressources domestiques et nationales disponibles pour pouvoir établir tous ces programmes qui vont nous permettre d'atteindre ce objectif principal de mettre fin aux 3 maladies. Ça, c'est l'image générale. Et le résultat final de tout ça, c'est que le Fonds mondial, avec cette stratégie ambitieuse qui a été créée conjointement avec nos partenaires, nous allons soutenir nos pays pour qu'ils puissent pouvoir atteindre leurs objectifs nationaux et nous espérons qu'ils pourront atteindre leurs objectifs internationaux aussi et mondiaux. Ce sont des objectifs plus ambitieux maintenant. Il y a plusieurs domaines de cette stratégie qui sont considérés comme étant nouvelles ou différentes. Je ne vais pas montrer en détail, mais il faut réfléchir en termes de la manière dont on va délivrer ces éléments. Au niveau du secrétariat, il est clair pour beaucoup de mes collègues que ce dialogue pays est un levier destiné à donner de la vie à ces idées, car il nous faut nous assurer que ces idées sur la prévention, sur la durabilité, toutes ces conversations doivent se produire dans les dialogues pays afin de passer à la demande de financement. L'objectif, c'est que toutes ces idées puissent être une réalité. Dans ce contexte, nous avons maintenant une nouvelle stratégie qui est fort ambitieuse. Donc, il nous faut travailler ensemble pour que ce soit une réalité. La question est la suivante. En quoi cette nouvelle stratégie est-elle différente par rapport à la demande de financement? Résultat attendu. Le premier, analyser les lacunes et discuter de la répartition par programme. Un autre, s'aligner sur les lacunes programmatiques et l'établissement des priorités pour la demande de financement. Avoir le plus grand impact. La demande de financement se produit lorsque ces deux éléments 1 et 2 sont unis et ensemble pour comprendre les données, les évidences, les analyser, s'aligner et débattre d'où les investissements du Fonds mondial pourraient avoir plus d'impact. Ces deux premiers éléments, résultats attendus, sont clés pour la demande de financement. Un autre résultat attendu de ce dialogue pays, c'est la confirmation que le mécanisme de coordination du pays, CCM, a réalisé les critères
et a recueilli les éléments probants pour se conformer aux critères d'admissibilité 1 et 2. D'abord, transparence du dialogue et 2, le bénéficiaire. Ensuite, le financement en lui-même. 4, remplir les formulaires et les annexes de la demande de financement. Je vais passer la parole à Olga qui va nous parler des domaines 1 et 2 et ensuite je vais vous parler du 3 et 4 pour que tout soit clair. Bonjour, mes chers collègues. Je m'appelle Olga Bornemisa, je suis une des consultantes du Fonds mondial. D'abord, j'aimerais vous expliquer que le Fonds mondial continue de suivre un processus divisé car il y a une répartition par programme. Excusez-nous, mais le son n'est pas bon. Est-ce que ces attributions, assignations sont correctes par rapport au contexte local de chaque pays? Par exemple, il faut distinguer les différents donateurs. Cela a pu augmenter un financement et cela peut influer sur la manière dont les CCM veulent diviser la répartition entre la tuberculose, le paludisme et l'HIV. Le secrétariat va continuer à recommander l'assignation dans des différents composants. Vous devez en discuter dans les dialogues pays. Les pays discuteront de la répartition par programme pendant le dialogue. Les pays fourniront leur répartition par programme et le montant indicatif des dépenses allouées au pays. Si le pays veut faire des changements dans cette répartition, on vous suggère de vous réunir avec l'équipe pays afin d'éviter des retards. Ce qui est nouveau en bas à gauche, c'est que nous espérons que les mécanismes pays, les CCM en anglais, vont pouvoir indiquer la répétition des programmes pour la résilience durable et pour la santé. Et le secrétariat reconnaît que cela peut être un grand défi pour les mécanismes de coordination de pays, les CCM. À droite, contribution utile à la discussion. Cette liste peut vous aider à la répartition du programme. D'abord, les mécanismes de coordination des pays, les CCM, se réunissent et ont des tableaux où sont recueillis les écarts programmatiques. Et donc là, nous avons les lacunes programmatiques, mais il y a un autre annexe des déficiences et des priorités dans les systèmes résilients et durables pour la santé. Il y a un tableau relatif au paysage de financement. Et il y en a une annexe sur les lacunes et les priorités en matière de RSSH. Ensuite, il y a des tableaux de données essentiels et un rapport sur la COVID. Donc, nous avons des données épidémiologiques mises au jour et des éléments essentiels du programme. Sur les 3 maladies, ce qui est expliqué dans les notes d'information sur les 3 maladies. Ainsi, nous voyons si on peut poursuivre les conversations pour mieux avancer. Donc, c'est important d'apporter ces contributions et ces annexes et ces tableaux. Ici, un exemple de 2 situations. Nous voyons cette répartition que doivent faire les SCCM, les mécanismes de coordination des pays. Le premier tableau, confirmation de la répartition par programme. Est-ce que vous souhaitez le diviser pour l'assignation ou l'attribution pour chaque maladie? Vous voyez la liste à gauche pour une nouvelle demande. Vous pouvez mettre le même pourcentage pour chaque maladie, par exemple, et avoir le même pourcentage pour sida, tuberculose et paludisme, ou vous pouvez choisir des pourcentages différents selon le contexte de votre pays. Si le CCM souhaite changer cette répartition, à ce moment-là, il faut proposer une nouvelle répartition que l'on voit dans le deuxième tableau. Cette nouvelle répartition est inclue dans la deuxième colonne du deuxième tableau en bas. Et le CCM devra, comme pour le premier tableau, proposer une indication de pourcentage pour chacune des maladies à droite. Il est possible, effectivement,
de faire une demande de financement séparée pour les systèmes résilients et durables pour la santé, les RSSH. Le CCM doit documenter cette modification. Ici, nous voyons une ligne dans cette colonne pour la répartition des programmes proposés par les candidats. Et à droite, investissement pour chaque maladie par pourcentage. J'espère que ce sera clair et vous aurez des instructions pour les tableaux de répartition. Je vais trop vite, mais on pourra revenir là-dessus, ne vous en faites pas. J'aimerais terminer cette partie avec des points à prendre en compte dans les dialogues pays. Lorsque l'on mène les conversations au niveau des dialogues pays, dans la demande de financement, il faut voir les priorités de répartition et d'assignation pour maximiser l'impact. Quelques éléments à prendre en compte. 6 à gauche. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, les mécanismes de coordination de pays, les CCM, doivent avoir une bonne compréhension des 3 maladies, des déficiences dans les systèmes RSSH. Ainsi, on peut utiliser les différents tableaux que j'ai décrits à droite, les contributions utiles à la discussion. À gauche, les considérations pour guider l'établissement des priorités de la demande de financement. Voyez ici les stratégies, les plans stratégiques au niveau national. Ça sert à informer les débats. Un autre point important, ce sont les défis principaux pour les 3 maladies, ainsi que la qualité, la durabilité et comment identifier les priorités et réduire les risques définis au préalable. Les mécanismes de coordination de pays doivent considérer la possibilité d'intégration des services, surtout au niveau des soins, et aussi pour avoir un meilleur impact dans les différents programmes. On devrait considérer la rentabilité des ressources, l'optimisation des ressources, quelles sont les sources de financement pour qu'elles soient plus durables. Il faudrait prendre en compte d'autres sources de financement et quelles sont les déficiences que l'on peut couvrir par le financement du Fonds mondial. Et bien sûr, les tableaux que vous avez à droite servent à informer tous ces débats. Enfin, les CCM doivent prendre en compte les enseignements tirés d'autres cycles de résultats positifs qui ont déjà atteint précédemment et comment on peut les consolider, quels ont été les principaux défis de consolidation préalables et comment on peut les aborder à l'avenir. Et s'il y a des recommandations des cycles précédents qui doivent être prises en compte. Un dernier rappel, les CCM doivent prendre en compte les priorités de la société civile et des communautés dans leurs conversations. Nous allons en parler bientôt. Maintenant, je vais donner la parole à Lindsay qui va nous parler des conditions requises pour les CCM. Merci beaucoup, Olga. Merci de nous avoir expliqué comment on a pensé derrière tout cela, quelles ont été les coulisses pour savoir comment se développera le scénario de dialogue pays. Je vais vous parler maintenant des conditions requises pour le CCM. Comme vous le savez, il existe déjà 6 conditions et 2 de ces conditions sont établies lorsqu'on dépose la demande de subvention. D'abord, pouvoir accéder au financement et respecter les 6 conditions requises. Mais ces exigences d'aptitude sont liées aux exigences du financement. Et donc, j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait des preuves documentées afin d'entrer dans le processus de sélection. Nous souhaitons que les CCM puissent garder ces évidences, ces documents, ces preuves, afin que, au moment où on va leur demander de présenter ces documents, ils puissent les déposer. Il faut les archiver, les sauvegarder à tout moment. Ce que l'on demande aussi au CCM, c'est qu'ils décrivent dans le récit du dialogue pays comment cela s'est passé et quelle sera leur approche et leur transparence tout au long du processus. Par exemple, combien de réunions il y aura et qui nous donne une vision globale de ce processus de la demande de financement. L'exigence numéro 2, qui est présentée aussi lorsque l'on dépose la demande, c'est collecter toutes ces évidences. Il n'y a pas besoin de l'envoyer, il faut la garder pour montrer des preuves qu'il y a une procédure de transparence
qu'il y a une procédure de sélection des bénéficiaires principaux de façon transparente et documentée. Et parfois, il y a une procédure ou deux types de procédures. Alors, celui qui sélectionne le bénéficiaire sera le responsable des procédures de documentation des CCM qui soient opérationnelles pour le pays en question. Il est possible aussi que le CCM, d'une manière transparente et formelle, puisse documenter le même PR pour le pays bénéficiaire. Mais il faut toujours suivre le même processus et le CCM peut voter pour le pays bénéficiaire. Si ceci est ouvert pour un pays bénéficiaire principal, ceci impliquera un processus inclusif beaucoup plus complet afin que le bénéficiaire principal puisse en bénéficier vraiment. Quant à la phase de financement pour le dialogue pays, il y a une présentation de la demande à proprement parler. Avant de passer à la diapo suivante, je souhaite vous expliquer comment nous allons fonctionner. À gauche de cette diapo, très chargée, vous voyez les différents tableaux et annexes qui aident vraiment au fait qu'un CCM puisse terminer et puisse conclure son dialogue pays en ayant débattu toutes les priorités nécessaires. Ce que nous voyons à droite de la diapo, ce sont les résultats de ces discussions. À gauche, les formes, ou les modes, ou les tableaux, les annexes, les documents qui doivent être présentés d'une manière claire avec toutes les preuves et toutes les données qui seront analysées. Et le Fonds mondial saura qu'est-ce qu'il va vraiment financer. Donc, voilà les formulaires et annexes à remplir. Nous sommes familiarisés avec un grand nombre de ces documents à remplir. Ces tableaux, annexes et documents passeront par 4 cycles fondamentaux. Dans la partie supérieure, vous voyez l'annexe des lacunes et priorités programmatiques. C'est un nouvel annexe qui nous permet de voir en général où se trouvent ces lacunes dans les systèmes sanitaires durables et résilients, RSSH, pour les 3 maladies. C'est un annexe et un outil très utile pour notre évaluation. Dans la ligne inférieure, vous avez 3 annexes. Chacun a une petite étoile jaune qui indique s'ils sont disponibles avec la petite étoile, c'est encore mieux. Nous savons que de nombreux CCM où les gouvernements ont travaillé avec des évaluations par type, par genre, selon les droits humains, et il faut présenter cette demande parce que, par exemple, les évaluations des questions de genre ou les évaluations relatives aux droits humains, ça compte, c'est des annexes que vous voyez en bas. Il y a un classement et après, il y a une note d'évaluation par genre pour les questions des genres et pour l'égalité entre les genres. Et s'ils sont disponibles, ces annexes, il faut les joindre à votre demande. Le troisième domaine, c'est une évaluation des risques d'exploitation, de violence, de harcèlement sexuel et autres. Donc, dans le cycle suivant, c'est important de rajouter ces annexes. Cela va être demandé à certains pays comme annexe obligatoire. D'autres pays, si vous voulez faire ces annexes, cela peut être joint. Ce n'est pas des annexes obligatoires, mais si vous les avez de façon optionnelle ou ajoutées, on peut aussi les évaluer. Donc, ceci met en lumière quelles sont les exigences ou les conditions requises pour les CCM et quels sont les impacts les plus importants à prendre en compte et aussi les documents relatifs au budget. C'est assez connu, mais comment fonctionnent ces subventions
qu'est-ce que l'on va obtenir, quels sont les objectifs et combien ces subventions vont coûter. Donc, nous sommes familiarisés avec ce type de rapport. Dans la deuxième ligne, vous voyez les priorités de financement dans les différents pays à risque. Quelles sont les attentes pour les personnes et les communautés? Et nous devons entendre leur voix, n'est-ce pas? Pour ainsi, il faut que les attentes de ces groupes et la société civile, ce soit quelque chose d'important pour participer dans ces groupes. Ce sont des domaines qui ont été proposés à la considération des CCM. Priorité de financement des communautés de la société civile, accord de mise en œuvre. Euh, la raison pour laquelle on demande tout cela, c'est parce que c'est un exercice très important pour les groupes de la communauté civile et parce que c'est un trait important pour les CCM en considérant la priorisation de la demande de financement général et troisièmement parce que cela donne une information au secrétariat du Fonds mondial sur les priorités identifiées par les groupes de la société civile et les communautés. Ainsi, on peut voir où se situent dans leurs conditions, dans la demande de financement et dans les subventions elles-mêmes, parce que cela va être développé pendant le montage et la mise en œuvre de la subvention. Ce sont des atouts, vous voyez, si vous avez ces annexes, c'est important pour le cycle suivant de financement. Enfin, j'ai déjà parlé de la narrative. Cela permet au CCM de décrire d'une manière par écrite comment le dialogue inclusif a été mis en œuvre au niveau de l'étape de la demande de financement. Toutes ces conditions seront expliquées en détail dans notre prochain webinaire. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais ce que je vais faire, c'est nous réorienter. Donc, on va revenir à cette idée du dialogue pays. Qu'est-ce qui se passe pendant les dialogues pays jusqu'à la demande de financement définitif? Je vais passer la parole à Colin qui va nous parler des meilleures pratiques de dialogue pays dans les différentes étapes préalables. Merci, Lindsay. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Comme a dit Lindsay, je vais parler d'un certain nombre d'éléments qui sont les meilleures pratiques pendant la phase de dialogue pays dans le développement de la demande de subvention. Tout d'abord, planifier, planifier et partager une feuille de route en matière de participation qui est vraiment cruciale dans ce processus pour pouvoir soumettre vos demandes de financement dans les temps prévus. Ensuite, les fenêtres pour ce cycle sont déjà disponibles sur le site web du Fonds mondial. Donc, nous encourageons les ICN à y jeter un coup d'œil et de commencer à penser quand est-ce que vous souhaiterez soumettre vos demandes de financement et puis aussi continuer avec tout le processus que David a expliqué tout à l'heure dans sa présentation. Ensuite, deuxième meilleure pratique, c'est utiliser les données et les éléments probants comme base pour les discussions. Lindsay et David en ont parlé aussi. Il est très important d'écouter des informations concernant des études faites récemment dans les pays, les tableaux de données essentiels qui sont également à partager. Toutes les données disponibles sont déjà importantes et sont disponibles pour que vous commenciez ce processus de dialogue pays. Ensuite, comme Lindsay l'a dit, il est important de considérer la stratégie du Fonds mondial et considérer les changements que vous devrez faire pour les prochains programmes, pour les prochaines subventions, afin de pouvoir vraiment toucher les domaines prioritaires de cette stratégie pour voir comment ceci est aligné aux objectifs nationaux. Ensuite, il faut commencer à mobiliser les partenaires dans les pays, y compris pour les SRPS. Ceci nous aidera à renforcer la qualité du dialogue pays après avoir reçu les lettres d'allocation. Et comme d'autres orateurs l'ont dit, et Gilles va en parler plus en détail maintenant, il faut également chercher activement à obtenir les commentaires des groupes communautaires de la société civile. Ces commentaires sont essentiels. Comme Lindsay l'a dit, l'INEX est un outil essentiel dans le processus de dialogue au pays. Nous devons nous assurer que tous ces commentaires sont inclus dans les demandes de financement là où il le faudra.
et en fonction des décisions prises par l'ICN. Ensuite, les équipes de rédaction doivent représenter toutes les circonscriptions des ICN, y compris les communautés. Et on doit également veiller à ce qu'elles incluent également leur expertise pertinente. Et donc, nous voulons vous inviter à l'interactivité entre les parties prenantes, les équipes de rédaction de la demande de financement spécifique, et puis aussi accorder suffisamment de temps aux membres de l'ICN pour examiner de manière significative les ébauches de la demande de financement pour nous assurer que tout le monde est d'accord et aligné par rapport aux informations préparées dans votre demande de financement. D'autres orateurs en ont parlé aussi, mais l'une des choses que nous aimerions souligner pour le prochain cycle, c'est justement l'anticipation de ces activités. Le point principal ici est que dans chaque cycle, nous dépensons beaucoup de temps dans le processus de demande de financement et la création de subventions. Et puis, dans la phase d'exécution, certaines des choses qui sont nécessaires ne sont pas encore ne sont pas préparées. Par exemple, certains récipients n'ont pas été identifiés ou leurs contrats n'ont pas été préparés ou signés. Les ressources humaines clés n'ont pas été embauchés ou les fournisseurs n'ont pas été identifiés et comme résultat, souvent, il y a un retard dans l'exécution dans les premiers mois après la signature des subventions. Pour que les RP aient suffisamment de temps pour pouvoir bien préparer, pour que l'exécution soit prête dès le premier jour de la période de mise en place d'implémentation, nous vous encourageons pour commencer à faire ces activités de manière anticipée, c'est-à-dire quand ce sera possible, lorsque les RP continuent dans le cycle suivant, lorsque les ICN peuvent identifier ces RP et les confirmer à l'avance, eh bien, nous encourageons fortement que les RP participent au dialogue au pays et que les documents détaillés comme le budget détaillé, le cadre de performance soient au niveau approprié pour la création des subventions avec le support nécessaire des RP. De cette manière, lorsque les recommandations sont faites, le processus de création de subventions peut démarrer parce que tous les détails autour des coûts, des cibles, etc., c'est une réflexion qui s'est déjà produite dans la phase de demande de financement. Et ceci donc facilite la signature des subventions. Ceci a notre bénéfice, c'est que nous savons que les parties prenantes de la société civile sont plus engagées pendant ces étapes-là. Et donc, si nous pouvons arriver à ce niveau de détail pendant ces discussions, eh bien, cela permet que ces parties prenantes aient plus d'informations concernant la conception de la subvention et sont mieux à même de voir si leurs priorités sont incluses ou pas et jusqu'à quel niveau. Et les exécuteurs aussi, on peut voir à ce moment-là s'ils peuvent être considérés pour différentes phases. Donc, nous encourageons toutes les ICN à penser à cela. Nous savons qu'il y a des RP qui continuent d'un cycle à l'autre. Donc, lorsque les RP ont une bonne performance, ils vont continuer. Donc, essayez de penser à les intégrer à l'avance dans le processus pour qu'après, la subvention soit vraiment prête à être exécutée dès le premier jour. Et sur cela, je rends la parole à Lindsay. Merci. Merci. Et maintenant, nous passons à Gilles, qui est notre collègue du département de droit communautaire et de genre, qui va nous parler maintenant de la participation des communautés et de la société civile tout au long du cycle de financement. Gilles, à vous. Merci. Bonjour à tous. Oui, avant de passer aux définitions, j'aimerais me référer brièvement à ce qu'ont dit Lindsay et nos collègues. Nous avons déjà vu les 10 changements clés dans la nouvelle stratégie du Fonds mondial et j'aimerais revenir sur 2 de ces 10 changements clés. Celui qui concerne le support du développement de l'intégration des systèmes communautaires pour la santé, et puis celui qui concerne le fait d'avoir une voix plus forte et un rôle plus fort des communautés qui sont touchées par les maladies. Ceci est très important dans la nouvelle stratégie. Ceci commence dès maintenant avec le dialogue au pays pour le nouveau cycle. Alors, sur le slide suivant,
Avant de rentrer dans les détails sur comment nous pouvons nous assurer que ceci soit une réalité, regardons quelques définitions pour nous assurer que nous parlons exactement des mêmes choses. Au Fonds mondial, lorsque nous parlons de communauté, nous parlons des personnes vivant avec le VIH, la tuberculose et le paludisme et ou les plus touchés par ces maladies. Les communautés comprennent les populations clés et vulnérables et elles ont une haute exposition et un accès réduit aux services. L'accès aux services par rapport à ces communautés sont réduits pour plusieurs raisons comme les inégalités, la criminalisation, la stigmatisation, parmi d'autres. Donc, il est clair que la participation des communautés ne concerne pas seulement l'admissibilité pour avoir accès aux allocations, ce qui est quelque chose de très important pour le Fonds mondial. Il faut respecter tous les critères, hein. Mais nous devons garder à l'esprit également que les communautés sont les meilleures placées pour nous dire pourquoi l'accès aux services est difficile pour elles. Et souvent, elles sont aussi les meilleures placées pour pouvoir fournir les services nécessaires. Alors, pour les engager à travers les dialogues pays, nous devons investir dans les interventions qui soient adaptées aux besoins des personnes et nous devons permettre que les pays aient le plus grand impact possible. Actuellement, nous n'avons pas une si importante participation des communautés au-delà de la demande des subventions. Ça, c'est un problème. Donc, les sociétés civiles ne sont pas suffisamment impliquées dans la création des subventions. Cela veut dire que souvent, leurs priorités ne sont pas reflétées dans la conception finale des subventions. Il y a plusieurs opportunités pendant les différentes phases du processus pour les impliquer. Donc, nous devons nous assurer qu'ils participent de manière soutenue et significative pendant l'exécution des subventions, car ceci pourra résulter dans une meilleure réflexion et une meilleure représentation de leurs priorités. Et ceci nous permettra de promouvoir également l'inclusion des communautés et des organisations qui s'occupent de la mise en place. Et puis, ceci nous permettra également de booster la participation des communautés et de la société civile dans les activités et le fonctionnement de l'ICN. Donc, comment faire ça? Eh bien, tout d'abord, pendant le développement de la demande de financement, les attentes, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est qu'il y ait une consultation transparente et inclusive, et ceci pour tout le monde. Et puis, ça, c'est une condition pour avoir accès au financement du Fonds mondial, comme nous l'avons déjà entendu. Cette consultation concernera la demande de financement. Ceci aidera également à établir les priorités. Et puis aussi, ce sera utile pour le nouvel annexe mentionné par l'INSEE. Sur ce slide, nous avons énuméré les attentes. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, le secrétariat de l'ICN doit soutenir les communautés pour développer des priorités clés. Pour cela, les ICN peuvent aider les communautés à mobiliser l'initiative d'engagement du Fonds mondial par rapport aux communautés, ce qui est coordonné par le département des droits communautaires et de genre. Une autre attente, ou ce que nous ont dit les sociétés civiles, c'est d'avoir au moins 3 jours en tant que membre des ICN pour pouvoir passer en revue les différents commentaires avant de présenter leur demande de financement. Slide suivant. Pendant la création des subventions, les représentants de la communauté et de la société civile dans l'ICN doivent avoir un accès à temps aux informations concernant l'état des négociations et avoir accès également au changement de subventions pour garantir leur participation pendant tout le processus. À part ces attentes sur la diapositive, j'aimerais mettre l'accent sur le fait de pouvoir avoir 2 réunions avec le récipiendaire principal pour pouvoir présenter les éléments présents, les plus importants, pour pouvoir établir les priorités des communautés ainsi que les différents plans des communautés, etc. Les meilleures pratiques sont par exemple aussi avoir une réunion avec l'équipe pays, avec les représentants de la communauté, de la société civile quand ils sont dans le pays. Et le secrétariat de l'ICN peut aider à organiser justement ces réunions. Pendant l'établissement de la subvention, les représentants des communautés de la société civile au sein de l'ICN doivent avoir un accès en temps important aux informations sur la mise en œuvre des programmes. Ceci est vraiment essentiel si nous voulons garantir et maintenir leur participation et leur contribution tout le long du cycle de financement. Et ceci doit aussi également nous permettre d'avoir un meilleur impact.
Les communautés sont au centre de ce que nous faisons. Les communautés sont les acteurs de cette lutte. Ce n'est pas seulement des clients. Et donc, nous devons les inclure dans la conception, l'exécution, l'implémentation et le monitoring, la supervision de nos interventions aussi. Slide suivant. Et ça, c'est la dernière diapositive avant la foire aux questions. Alors ici, nous vous montrons notre initiative au sein de notre département. Cette initiative est disponible pour la période d'allocation 2023-2025. Nous voulons aider les communautés à avoir accès aux données. Nous voulons également les aider pour les consultations, ou nous voulons aider également à la coordination dans la gestion de nouveaux documents comme le nouvel accès annexe. Tout ceci peut être fait avec le support de cette initiative et nous avons le support aussi d'autres partenaires. L'information sur comment avoir accès à ce rapport est sur le site web et vous pouvez contacter votre équipe pays ainsi que les plateformes régionales. Vous pourrez y trouver également des informations. Pour conclure, j'aimerais dire que le message clé ici, c'est que l'engagement communautaire significatif résulte dans de meilleurs impacts, de meilleurs résultats. Les communautés sont les mieux placées pour nous dire de quoi elles ont besoin pour avoir meilleur accès aux services. Oui, le dialogue au pays prend du temps, c'est beaucoup d'efforts en même temps, mais sans l'engagement des communautés dans le design, la conception, l'exécution et le suivi des interventions tout le long du cycle, eh bien, nous n'allons pas réussir. Et nous pensons que tout le processus va en bénéficier. Merci beaucoup. Oui, merci. C'était un rappel excellent du rôle que nous devons tous jouer dans ce dialogue au pays et surtout le rôle que nous espérons voir de la part de nos groupes communautaires tout le long du cycle. Alors maintenant, je vais demander à tous les orateurs de bien vouloir allumer leur caméra. Si vous le pouvez, nous allons passer maintenant aux foires aux questions. Et je suis très contente de voir que nous avons une bonne demi-heure pour répondre à vos questions. Rapidement, je vais vous rappeler qui sont les autres orateurs. Je suis Lindsay. Je représente le département d'accès au financement. Gilles appartient au département des droits communautaires et de genre. Ensuite, nous avions aussi Colin qui représente la division de gestion des subventions. Ensuite, nous avions Olga qui est la représentante du département de conseil technique et partenariat. Et notre premier orateur était David, qui est le représentant du hub d'ICN. Donc, vous avez un grand éventail d'équipes représentées ici à travers nos orateurs dans le secrétariat du Fonds mondial. Nous sommes très contents de maintenant pouvoir prendre vos questions. Nous ferons de notre mieux pour essayer d'y répondre. Et si nous ne pouvons pas y répondre maintenant, nous allons le faire plus tard, mais nous essaierons de faire de notre mieux. Alors, nous avons préparé plusieurs diapositives avec des questions. Pour les participants, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire dans le chat et nos collègues qui sont connectés vont également les écrire sur ces slides. La première question que nous avons sur l'écran est la suivante. J'entends que l'ICN et le dialogue au pays se produit au niveau pays, mais au niveau régional, y a-t-il un organisme de coordination? Alors, je vais répondre à cette question moi-même. Puisque le partenariat du Fonds mondial identifie vraiment, reconnaît que l'appropriation pays est un principe très important, nous avons identifié ces dialogues au pays concernant les allocations. C'est-à-dire que nous avons décidé que la coordination doit avoir lieu au niveau national. En ce qui concerne les subventions multi-pays, nous avons une attente différente. C'est-à-dire, nous espérons que différentes communautés et différents pays et différentes organisations devront avoir un dialogue régional. Et donc, par rapport aux demandes de financement, par rapport aux subventions pour les demandes de multi-pays ou pour les investissements catalytiques, pour les demandes de multi-pays de nouveau, et bien dans ce cas, il y aura un dialogue régional prévu. Cependant, comme
Ceci est lié aux opérations du Fonds mondial. Il n'y a pas d'un dialogue régional spécifique aux demandes spécifiques. Gilles, est-ce que vous voulez compléter cette réponse ou voulez-vous parler des organismes de coordination qui sont créés au niveau régional pour soutenir le dialogue régional? Oui, bien sûr. Oui, oui. Nous avons ce que nous appelons les plateformes régionales sur les droits communautaires et de genre. Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site web du Fonds mondial. Ces plateformes-là, essentiellement, ont pour mandat de soutenir l'engagement des communautés de la société civile pendant les dialogues. Il ne s'agit pas d'organismes de coordination, mais en quelque sorte, c'est des plateformes qui ont des informations très importantes au niveau régional de ce qui marche bien, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et surtout, elles sont capables de traduire la plupart du jargon du Fonds mondial qui, des fois, peut être difficile pour les communautés, pour les fournisseurs de la société civile. Des fois, il est difficile pour ces parties prenantes. Donc, je vous encourage à consulter cette plateforme régionale. Ceci, je pense, que ce sera très utile pour vous. Merci, Gilles. Maintenant, je vais prendre la question numéro 2 et je demanderai à Olga de compléter ma réponse. Et pour la question 3, j'espère que le représentant du Hub ICN pourra y répondre. Alors, question numéro 2. Souvent, les tables des écarts programmatiques ne sont pas, les tableaux, pardon, ne sont pas prêts lorsque le processus de dialogue démarre. Est-ce que, enfin, quel type de ressources de support sont disponibles pour garantir que les dialogues soient productifs? Eh bien, je dirais que le point de départ pour les tableaux d'écart programmatique devrait faire partie des plans nationaux pour pouvoir identifier les écarts afin d'atteindre les objectifs pays et les objectifs mondiaux sur le long terme. Et puisque nous sommes en train d'identifier déjà qu'il y a des meilleures pratiques pour démarrer le développement et la consécution de ces objectifs avant du début du dialogue, je pense que ceci va encourager la plupart de nos partenaires à travailler avec leurs partenaires techniques pour pouvoir démarrer ces tableaux problématiques avant. Parce que eux, ils sont l'une des ressources qui vont faciliter, qui vont permettre que ce dialogue soit productif. Alors, la plupart de ces annexes qui sont demandées pour votre demande de financement sont développées en tant qu'outil pour pouvoir garantir que nous avons une meilleure priorisation dans la demande de financement. Vous voulez compléter quelque chose, Olga? Oui, je pourrais dire qu'il y a des partenaires techniques, surtout avec Expertise France, entre autres. Et donc, les pays qui travaillent avec ces fournisseurs régulièrement, ils doivent pouvoir favoriser la préparation de ces tableaux. La première fenêtre, c'est jusqu'à mars, donc vous avez 6 mois pour pouvoir essayer de travailler à cela. Absolument. D'accord. Question numéro 3. Quels sont les critères de qualification pour les organisations de base? Ceci concerne l'évaluation des capacités pour les exécutants. Colin, voulez-vous répondre à cette question? Oui, je voudrais savoir de quoi on parle ici dans le dialogue en pays ou dans les réalisateurs sur le terrain. C'est sur le dialogue pays. J'imagine que David peut dire plus que moi. Très bien, oui. Effectivement, concernant la participation des organisations de base dans le dialogue pays, effectivement, oui. Dans le chat, les questions étaient assez similaires. 15% du financement qui est attribué aux ICN, c'est pour participer auprès de la société civile et des communautés. L'ICN devrait faire cela. Si, est-ce que toutes les ICN le font ou pas? Ça, c'est une autre question. Fréquemment, il y a du financement disponible provenant des plateformes de CIG qui travaillent avec les communautés et les différents pays. Et aussi, souvent, il y a des partenaires locaux qui sont intéressés, qui souhaitent soutenir un de ces groupes. C'est un vrai défi.
parce qu'il y a des restrictions, des limitations géographiques, d'accès à la participation. Et parfois, là où on peut ajouter de la valeur, c'est dans la collecte de données, des groupes de collecte de données, et couvrir aussi les frais de déplacement afin que les personnes puissent assister au dialogue pays. Si dans les exigences ou conditions de qualification, je ne suis pas sûre, en fait, ce qui se produit. Ce qui est dit bien différent, c'est lorsqu'on réfléchit à la manière dont les organisations de base peuvent devenir des récipiendaires principaux, des PR en anglais. Il y a une décision qui est prise récemment dans l'autorité d'attribution ou d'allocation au sein du Fonds mondial. Les organisations basées sur les communautés ont de bons résultats, un bon rendement, les performances, mais parfois ces organisations ont des problèmes pour traverser, pour entrer dans les processus d'exigence de financement du Fonds mondial. Elles n'arrivent pas à traverser ces SAS. Et ça, c'est un des principaux problèmes de ces organisations de base communautaire. Il faut passer les différents SAS. Il faut être créatif. Je crois que une des CFPM ont parlé hier en Asie. Je sais qu'une des organisations régionales de la base communautaire disait qu'il fallait être imaginatif, qu'il fallait peut-être penser à créer quelque chose qui n'est pas une subvention normale, mais réinventer d'une manière créative une manière de leur proposer des financements ou des subventions différentes à ces organisations, au lieu d'insister sur le fait qu'ils doivent être des récipiendaires principaux. C'était une idée. Pourquoi pas refinancer d'une manière plus imaginative? Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous souhaiteriez parler des critères du Fonds mondial sur la capacité des implémenteurs? Je ne sais pas si je suis capable de répondre à cette question. Pour les organisations de base, pour devenir des implémenteurs du Fonds mondial, c'est une question très spécifique que nous allons prendre cette question pour la répondre par écrit parce que c'est une question que nous ne pouvons pas répondre maintenant. Une autre question 4 pour Colline. Euh, alors, qu'est-ce que l'engagement précoce pour un récipiendaire principal? Combien de temps en avance doit-on s'activer? Ben, le plus tôt possible. Alors, les récipiendaires principaux qui ont été d'abord identifiés. Dès que l'ICN peut confirmer que le RP va continuer dans la prochaine période de financement, alors ce récipiendaire principal, RP, peut en amont apporter davantage de détails pour pouvoir inclure tous les documents et les annexes. Donc, il faut que le faire à l'avance. C'est ça l'engagement précoce pour pouvoir présenter le dossier le plus tôt possible. Et afin d'être prêt pour la mise en œuvre si la subvention est bien proposée. Nous avons une question sur les conditions d'éligibilité des ICN. Et parfois, on parle seulement de la sélection du récipiendaire principal ou des sous-récipiendaires. Si nous avons des sous-bénéficiaires ou des sous-récipiendaires, comment faire pour la sélection? Nous allons passer au groupe suivant de questions. C'est en lien à la flexibilité. Quelle flexibilité le Fonds mondial accorde aux ICN qui ne participaient pas à la sélection des RP? Alors, le Fonds mondial identifie dans certains cas le récipiendaire principal dans des environnements opérationnels difficiles ou dans d'autres pays où ils ont été identifiés et là où il faut
se préoccuper d'avoir des bénéficiaires ou des récipiendaires sauvegardés. Si le lycée n'est pas le responsable de la sélection du récipiendaire principal, il y aura des sous-récipiendaires disponibles. Question 7, comment est-ce qu'on opérationnalise votre définition de communauté en ce qui concerne le paludisme qui est endémique en Afrique? Ça s'appliquerait virtuellement à personne. C'est quoi votre définition de communauté par rapport au paludisme? Alors, nous avons une perspective du paludisme. Comment pensons-nous la communauté dans ce sens? C'est quoi la communauté? Oui, mais Gilles, oui. On nous pose souvent cette question parce que à la différence de la tuberculose, où ça peut être une population plus spécifique, il y a une question de stigmate ou la difficulté d'accéder aux services, mais pour le paludisme, c'est différent. Mais nous avons des populations clés du paludisme, comme vous le savez bien. Nous pensons aux femmes, les filles de moins de 5 ans, femmes en grossesse, déplacés internes, réfugiés, et femmes enceintes, des personnes qui n'ont pas accès aux soins, des migrants non documentés, sans papier, etc. La définition de communauté du paludisme, c'est très vaste. Il faut avoir une organisation dans l'ICN ou dans le dialogue pays qui puisse représenter tout, chacun et puis ces groupes vulnérables qui sont impactés par le paludisme en général. Mais bien sûr, je suis d'accord, tout est endémique en Afrique. Tous souffrent de ce risque dans beaucoup de pays, mais il y a des organisations qui sont très bien équipées et qui représentent certaines de ces populations vulnérables au paludisme qui pourraient représenter leur communauté pendant les dialogues pays. Et, et si je peux, et si nous avons le temps, si nous avons une maladie représentée quant aux communautés ou populations clés, moi, je pense que je peux répondre à cela. Je pense que ce que nous essayons d'encourager de plus en plus, c'est une bonne représentation des trois maladies. Et en fait, au niveau de la table ICN, c'est le RSSH qui est important. Lorsque le Fonds mondial est né il y a 20 ans, ces communautés, c'était très, 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 très fort. Par exemple, il y avait la communauté HIV qui était puissante. Il fallait renforcer les capacités pour la tuberculose et pour le paludisme aussi à travers des réseaux. Il y a eu des communautés qui se sont formées et qui ont grossi année après année. Et tout le monde a pu s'asseoir autour de la table. Nous savons que c'est difficile. Ce n'est pas possible de définir ces communautés dans tous les pays, mais si possible, on voudrait une bonne représentation de chacun. C'est toujours mieux d'avoir une bonne représentation de chaque communauté, bien sûr, et le dialogue pays va au-delà de la représentation ICN. Mais David, est-ce que tu peux répondre à la question U8? Quelles sont les exigences au niveau de la représentation de la communauté et de la société civile dans chacune des trois maladies? Oui, je crois que cela dépend beaucoup de la présence de chaque maladie dans les pays. Et l'ICN a beaucoup de poids dans la décision de la taille, dans la représentation aussi, et le pourcentage. Mais il faut se baser sur l'épidémiologie essentiellement. Et les choses ont beaucoup changé. Par exemple, il peut y avoir une subvention de la tuberculose qu'il n'avait pas avant. Et où se trouve cette représentation? Quelles sont les règles, n'est-ce pas, pour la représentation sociétale de cette maladie? Dans les pays où il y a la tuberculose, il y a une représentation au sein du lycéen. Et comme disait Gilles, hein, nous souhaitons qu'il y ait des représentants de toutes les communautés de chacune des trois maladies, ainsi que la représentation technique nécessaire au sein de l'ICN. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter un point ici. Le représentant qui est le signataire officiel, pour ainsi dire, doit coordonner
se coordonner avec les groupes de la société civile et les communautés qui ne représentent pas seulement son organisation. Il y a cette attente afin que puisse y avoir un représentant de plus d'une organisation de la société civile à la fois. Question 9. Le Fonds mondial a souvent à faire à cette question. Est-ce que vous souhaiteriez répondre à cette question? Comment on organise le bilan des délégués pour que les groupes communautaires qui font face aux stigmates et à la discrimination puissent fonctionner dans le contexte de l'ICN? Oui, merci. C'est une question très difficile, mais merci. Je ne sais pas s'il y a un éléphant dans la salle dans beaucoup de pays, mais euh, ah, en fait, il n'y a pas un avis parfait, mais je peux parler de ma propre expérience. Lorsque je travaillais dans certains pays où ma première réunion de lycéenne, c'était en fait des réunions avec le ministre de la Santé qui nous disait qu'un représentant LGBT ne devrait pas être là à la table parce qu'il n'a pas de voix, ni et que ces personnes ne devraient pas parler. C'est arrivé. Ben, depuis ce moment, nous avons parcouru un long chemin et on a bien avancé. Et j'aimerais parler d'un nouveau terme que nous avons dans la stratégie, c'est l'utilisation de la voie diplomatique du Fonds mondial. Donc, je demande aux communautés dans les différents pays où ces communautés sont criminalisées ou ne peuvent pas être entendues et ne font pas partie de l'ICN parce que ces communautés ne sont pas entendues. Il faut que ces organisations parlent à leur équipe pays et que ces équipes pays soient la voie diplomatique et qu'à travers le dialogue pays, ces communautés puissent être représentées et avoir leur mot à dire. Cela ne va pas se produire du jour au lendemain dans tous les pays. C'est quelque chose que nous prenons très au sérieux dans notre département. Nous demandons donc aux équipes pays à le faire, à porter cette voie diplomatique. Cette question 9 est liée à ce qu'on essaye d'améliorer au sein du Fonds mondial, c'est-à-dire la sécurité pour les populations clés et pour les exécutants des programmes des populations clés, car dans de nombreux pays, nous avons eu des histoires terribles, des cas de sécurité ou d'insécurité pour de nombreuses populations, effectivement. Nous reconnaissons en tant qu'organisation que nous n'avons pas prêté assez d'attention à ces problèmes-là, mais ça change, ça évolue et nous allons parler avec les ICN. Nous allons former les membres des ICN pour les former par rapport à la sécurité des populations clés, entraîner les équipes pays autour de toutes ces questions sensibles. Parce qu'il faut entendre les voix de ces communautés dans les différents pays pour encourager le changement. Peut-être que ce n'est pas la réponse que vous souhaitez entendre, mais ceci est spécifique aussi dans les différents pays, mais nous pouvons tenter de le faire ainsi afin d'améliorer la situation. Oui, vous avez raison. Y a-t-il d'autres participants ou intervenants qui aimeraient répondre à la question 9? Oui, j'aimerais vraiment seconder ce que mon collègue vient de dire. Je crois que il faut d'abord visualiser les problèmes afin que les équipes pays puissent entendre les voix des communautés, que les délégations des communautés puissent être entendues afin d'améliorer la présence de leur voix dans la stratégie. On nous a déjà évoqué ces situations problématiques à tous les niveaux du Fonds mondial. Je crois que la clé de cette question, c'est de sentir que cette voix existe, qu'elle est là, même si c'est très frustrant parfois, parce que on ne l'entend pas suffisamment dans de nombreux cas. Dans certains pays, cela a pris longtemps à faire entendre la voix de ces communautés. Il y a eu beaucoup de réticence, il y a eu beaucoup d'usure, il y a eu beaucoup de travail pour pouvoir faire entendre la voix de ces communautés. Merci. Oui, le Fonds mondial travaille au niveau du plaidoyer.
il est force du Fonds mondial, le plaidoyer. Dans cette spécificité, comment nous assurer que la société civile et ses communautés et ses organisations aient leur propre voix et leur mot à dire dans ces équipes pays, dans ces dialogues pays? Je me rappelle de nombreux exemples créatifs. Comment cela a été fait dans les pays où le comportement de la population clé est identifié comme un comportement criminel? Alors, il faut avoir des conversations séparées ou un représentant technique du Fonds mondial et une autre organisation ont donc des dialogues parallèles et apportent leur voix au débat de l'ICM. Tout le monde apparemment ne peut pas s'asseoir autour de la même table de débat, mais il y a des opportunités créatives de lancer des débats parallèles. Et le Fonds mondial souhaite soutenir la présence de ces voix, de ces communautés, même si c'est à travers une autre personne. La question numéro 10, y a-t-il un modèle pour faire en sorte que les dialogues pays soient inclusifs dans les pays où une grande partie de la population a des difficultés d'accès à cause de l'insécurité et la situation humanitaire grave? Oui, dans un grand nombre de nos pays, dans nos portefeuilles, euh, présente cette difficulté. Voyager est difficile ou impossible. L'idée de faire un dialogue inclusif, c'est un véritable défi lorsque on ne peut pas se réunir de manière présentielle parce qu'on ne peut pas voyager. J'aimerais faire deux commentaires. Dans cette circonstance, nous avons constaté que il y a différents groupes et individus dans le dernier cycle de financement pour avoir des conversations ou des réunions virtuelles. Au début de la présentation, j'ai parlé qu'on pourrait utiliser la technologie, les vidéos WhatsApp, le Zoom, etc. C'est une opportunité pour avoir des groupes de conversation là où on ne peut pas voyager à travers une visioconférence, par exemple, avec une technologie comme le Zoom ou le Skype ou à travers les téléphones portables, des visios par téléphone portable, les dialogues peuvent continuer, même si les personnes ne peuvent pas voyager là où le dialogue a lieu en présentiel. Il faut le prendre en compte pour que l'ICN travaille avec des partenaires techniques disponibles, mais que l'ICN travaille également avec un plan de participation pour anticiper les éventuelles difficultés. Et le but, c'est de faire participer de certains groupes, certaines régions, trouver des solutions créatives afin de faire participer tout le monde. Est-ce que les intervenants veulent répondre à la question 10? Oui, je crois qu'en ligne avec ce que tu viens de dire, par exemple, lorsqu'une situation humanitaire ne permet pas les réunions dans un pays, en général, il y a des mécanismes de coordination humanitaire qui sont en place. Et donc, il y a une communication vis-à-vis des communautés de base. Il y a un lien de développement humanitaire. Les pays peuvent travailler avec les ICN, avec les différentes personnes impliquées afin de s'associer avec le délégué pays parce qu'il est impossible de se rendre là-bas. On va passer à la question 11. Quelqu'un semble avoir eu peur parce que d'après la diapositive 17, apparemment, les ICN doivent beaucoup préparer d'informations à l'avance. Oui, c'est vrai. Je suis contente que vous ayez posé cette question. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous avons fait dans le passé au niveau souhaité par nous. Donc, maintenant, c'est un changement par rapport aux attentes du Fonds mondial et par rapport aux partenaires du Fonds mondial. Nous voulons vraiment activement regarder quels sont les écarts concernant nos systèmes de santé, la manière par rapport à l'intégration des services. Oui, c'est un travail assez profond qui est nécessaire et il faut commencer maintenant. La deuxième partie de la question, c'est est-ce que ceci a déjà été communiqué aux ICN? Eh bien, cette session fait partie de cette communication. Comme vous l'avez vu dans le chat au début de ce webinaire, il y a plusieurs ICN représentés ici et ces attentes ont été clarifiées dans les instructions de demande de financement. Et puis, ceci a été publié en juillet sur le site web et vous les avez disponibles en français, anglais et espagnol. Donc, j'encourage tous les membres des ICN à lire les instructions
bientôt pour qu'ils puissent comprendre toutes les informations qu'ils devront fournir pour la demande de financement. Je tiens également à répondre à la dernière partie de cette question parce que elle dit, on dirait que les pays ont beaucoup de travail à faire qui ne pourra pas être fini avant décembre. Ça, c'est un travail en cours qui doit être fait. La première fenêtre, c'est mars, c'est dans 6 mois. Donc, nous espérons que tout soit prêt pour le dialogue qui commence en décembre, parce que des fois, les dialogues commencent même avant, ou le dialogue pourrait peut-être commencer plus tard. Donc, le but, l'intention est de vraiment démarrer le processus voilà, pour comprendre qu'il faut faire tout ce travail. Nous savons que les CRPS exigeaient beaucoup plus d'analyse que ce que nous avons fait par le passé. Et nous pensons que ce travail sera nécessaire et bénéfique aussi pour que nous puissions augmenter l'impact de tous les financements qui sont disponibles à nous. Olga, souhaitez-vous compléter ma réponse par rapport à la question numéro 11? Vous voulez rajouter des éléments de réponse? Non, parce qu'en fait, je regarde déjà la question 12. Je pense que vous avez très bien répondu, vous avez tout dit par rapport à la question 11. Et puisque je dois partir dans 4 minutes parce que j'ai un rendez-vous médical, j'aimerais aussi me référer à d'autres questions dans le chat concernant l'outil de l'analyse des écarts. Et je m'excuse parce que je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Par rapport à la répartition des programmes, oui, nous savons que ce n'est pas une conversation facile à avoir. Beaucoup de pays dans le passé étaient assez perdus. Et de nouveau, nous espérons que nous allons mieux faire les choses cette fois-ci par rapport à ça. Il y aura des instructions dans l'outil de répartition des programmes. Donc, vous devriez les lire et là, enfin, vous allez voir donc les temps, le nombre, les justifications, etc. Ensuite, nous sommes en train de travailler, de parler dans la lettre d'allocation, de faire une espèce de benchmarking par rapport au SRPS dans ces 10 dernières années. Le montant dépensé dans le SRPS a été de 10% en moyenne. Pour certains pays, un petit peu plus ou moins, ça dépend du pays. Et donc, mon conseil pour vous, ce serait de regarder ce que vous avez dépensé dans le SRPS dans le cycle actuel et puis essayer de voir si vous voulez augmenter ou réduire ce pourcentage compte tenu de vos priorités dans votre pays. Ensuite, l'outil d'analyse des écarts devrait vous aider à ça, comme Lindsay l'a dit. Vous avez encore 6 mois jusqu'à la soumission. Donc, jetez-y un coup d'œil parce que cet outil d'analyse des écarts essaie de vous donner un cadre pour vos discussions. Nous aimerions que les programmes, parce que, bon, des fois, nous allons dans les pays et nous voyons qu'il y a un manque d'informations. Ce que nous voulons, c'est que les personnes, les collègues qui travaillent chacune des maladies s'approprient leur SRPS et qu'ils puissent dire voilà ce que nous avons décidé collectivement et c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer collectivement. Et puis, vous devez travailler avec les différents acteurs, les ministères de la Santé et les autres parties prenantes pour vous assurer que ceci est très bien fait. Et cet outil d'analyse des écarts, ou je devrais dire l'annexe sur les priorités, et donc a pour but de structurer un petit peu ces discussions. Et je veux vous rassurer, nous ne vous demandons pas de remplir les écarts de financement pour tous les domaines. Non, c'est simplement pour les principaux éléments pour que le TRP et l'équipe pays et tout le secrétariat, pour qu'ils aient tous une certaine idée du paysage de financement. Qu'est-ce que je devrais dire aussi? Parce que je dois vraiment y aller. Parce que, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord. La santé est importante pour les individus, tout comme la santé internationale. Donc, on vous libère. Oui, j'aimerais rajouter par rapport à ça que ces décisions-là appartiennent au ICN. Ce n'est pas une discussion à laquelle devront participer toutes les parties prenantes. Non, c'est une décision qui doit être faite, prise par les ICN. Et ensuite, bon, les processus de vote, etc. Mais il ne s'agit pas d'une discussion dans le sens large. La discussion large doit
considérés dans ce financement qui est disponible pour chacune des composantes, SRPS ou les trois maladies, eh bien, dans cette conversation plus large, quelle sera la contribution des parties prenantes et comment prioriser le financement pour les subventions? Donc, c'est ça l'accent des dialogues. La question 13 qui concerne les multi-pays, nous aurons une session spécifique pour les multi-pays lorsque nous aurons plus d'informations sur les financements disponibles pour les investissements catalytiques multi-pays. Donc, nous allons garder cette question pour un webinaire que nous allons organiser à l'avenir. Il nous reste 3 minutes. Donc, Gilles, pouvez-vous répondre à la question 14 concernant l'engagement communautaire, le SI? Oui, l'initiative stratégique pour l'engagement communautaire, est-ce que les demandes, oui, les CCM, les ICN sont importants parce que c'est très bien si le secrétariat coordonne toutes les demandes d'OTA, d'assistance technique, nous pensons, mais les autres aussi, c'est SO, CBO et CLO. David, voulez-vous répondre à la question 15 concernant les conflits d'intérêts dans la sélection des récipiendaires principaux? Oui, c'est le critère d'admissibilité numéro 2. Essentiellement, c'est l'ICN qui sélectionne les récipiendaires principaux de manière transparente et juste. Dans la pratique, comment cela se passe? Eh bien, au-delà du cycle de demande de financement, nous comptons sur le comportement éthique des ICN. Tous les ICN doivent avoir une politique de conflit d'intérêts et un code éthique qui doit avoir mis en place pour gérer ce type de situation. Le plus important, c'est qu'il y aura toujours, jusqu'à un certain degré, un certain conflit d'intérêts. Donc, il y aura toujours un certain élément de conflit d'intérêts compte tenu de ce que nous faisons. Mais la, tous les ICN doivent avoir des politiques en place pour gérer ces situations. Et bien sûr, quand les ICN ne respectent pas les politiques qu'ils devraient respecter, eh ben, les différentes personnes peuvent porter plainte, peuvent nous l'indiquer au Fonds mondial et alors nous allons enquêter ce type de situation, si jamais. Merci. Et la dernière minute pour la question 16, c'est la dernière question que nous avons affichée sur l'écran. Comment les dialogues pays et les consultations autour des plans stratégiques nationaux peuvent être intégrés dans le développement des demandes de financement? Eh bien, l'idée, c'est que toutes ces discussions qui doivent se produire dans le cadre des dialogues pays avec toutes ces parties prenantes au large doivent avoir une influence sur la sélection des modules et des interventions que l'ICN propose pour le financement du Fonds mondial. Donc, il s'agit, ce sera peut-être une équipe de rédaction avec le support d'autres personnes peut-être qui vont créer ce récit et après, ils vont travailler avec le côté de technique, le côté programmatique pour préparer ça. Mais il faut que ce soit influencé par les discussions sur l'approche optimale pour les investissements, tout cela dans le but d'avoir le plus grand impact. Voilà, donc le dialogue doit faire la différence par rapport à ça. Et les demandes de financement doivent être basées sur le plan national stratégique. Et puis, ceci doit résulter dans l'amélioration de ces plans. Et ceci peut compléter également tout le processus de demande de financement. Voilà, il est 17 heures exactement. Je vous remercie de votre participation. Et voilà, nous terminons sur cela notre webinaire d'une heure et demie sur le dialogue au pays qui a couvert le qui, le quoi, le comment et le rôle des communautés par rapport à l'engagement de la communauté également. Et nous avons également expliqué les attentes pour ce nouveau cycle de financement. Merci pour votre temps. Merci à nos orateurs. Merci pour votre temps aussi. Merci pour avoir partagé votre expertise avec nous. Et nous espérons vous revoir dans la prochaine session. Nous allons analyser le développement des demandes de financement, la pérennisation, des notes d'information, beaucoup de sujets intéressants pour le prochain webinaire. Merci pour aujourd'hui et nous espérons vous revoir la prochaine fois.
Merci.